Bonjour. Sur cette vidéo, vous trouverez la fin du grand 2 du cours sur la technique. Je vous rappelle que nous nous demandons si la technique menace notre humanité. Dans le grand 2, nous soutenons que oui, la technique menace notre humanité. Nous avons d'abord dit que la technique menace notre humanité en tant qu'espèce, parce que l'objectif final de la technique, c'est d'améliorer notre espèce en annulant la finitude humaine. Or, cela nous ferait évoluer à tel point que nous ne serions plus humains. Puis, nous avons dit que la technique menace notre liberté. Or, être humain, c'est être libre. Et nous en étions rendus au troisième argument, qui dit que la technique nous menace au niveau de la morale, autrement dit du comportement humain, opposé à un comportement inhumain. En effet, comme nous l'avons dit, la technique vise l'amélioration de l'espèce humaine. Cela se voit particulièrement avec les nouvelles technologies des biotechnologies, telles que la FIV, la fécondation in vitro, alliée au DPI, le diagnostic pré-implantatoire, qui permet d'analyser l'ADN des embryons avant de choisir lequel réimplanter dans le ventre de la mère. Le DPN, lui, désigne le diagnostic prénatal qui permet, pendant la grossesse, de détecter des maladies, des handicaps ou des malformations, et donc de donner au couple le choix d'avorter ou pas l'embryon. On choisit donc, avec ces nouvelles technologies, quels enfants vont naître, quel genre d'enfants on désire avoir. Or, c'est une forme d'eugénisme. L'eugénisme, c'est quand on améliore une population humaine en favorisant la reproduction et la naissance des individus jugés désirables et en empêchant la naissance et la reproduction d'individus jugés indésirables. C'est une pratique que les cultures humaines ont toujours eue. Avant, évidemment, on n'avait pas ces technologies et donc on attendait que l'enfant soit né pour savoir si on allait le garder ou pas. Et dans beaucoup de cultures, pendant plusieurs siècles, on a aussi, par exemple, empêché les personnes handicapées de se reproduire. Aujourd'hui, grâce à ces technologies, on peut éliminer les embryons avant la naissance et parfois même avant même leur réimplantation dans le ventre de la mère. Prenons un exemple avec la trisomie 21. La trisomie 21 est détectée par un diagnostic prénatal. D'abord avec une échographie, puis s'il y a une probabilité de trisomie, on va pousser les analyses plus loin avec des prises de sang. Même si ce diagnostic intervient après 3 mois de grossesse, le fœtus peut être avorté pour raison médicale. C'est ce qu'on appelle un IMG, une interruption médicale de grossesse. Or, en France, 95% des fœtus dépistés trisomiques 21 sont avortés. On a donc bien une pratique eugéniste qui vise à faire disparaître un certain type de personnes jugées indésirables. Alors, pour quelles raisons y a-t-il des avortements aussi massifs? Pour quelles raisons la majorité des couples décident d'avorter un fœtus ou un embryon chez lequel on dépiste une probable trisomie 21? Il y a d'abord le poids de la société. En effet, en France, il y a des déficiences en termes de prise en charge des personnes handicapées mentales. Par exemple, les listes d'attente pour un accueil en établissement spécialisé sont très longues. L'intégration scolaire des enfants handicapés mentaux est insuffisante. Leur prise en charge quand ils vieillissent pose problème. Il n'y a pas de démarche thérapeutique pour entourer, encadrer, accompagner, soigner ces personnes. En fait, seul le dépistage et l'avortement bénéficient d'un financement. Il y a aussi, en deuxième raison, les conceptions religieuses, philosophiques et autres que peuvent avoir le couple. Par exemple, quelle conception on se fait de ce qui est normal? Est-ce qu'on confond ce qui est différent et inférieur? On voit que cette confusion entre différence et infériorité nous amène à concevoir le handicap comme étant inférieur, comme le prouvent les qualificatifs de déficient, d'arriéré, de débile, etc. Il y a aussi la conception qu'on se fait de l'autonomie. Par exemple, en France, la loi ne considère pas que les trisomiques 21 sont des personnes autonomes. Ils n'ont donc pas le droit de vote, etc. Alors, cet exemple de la trisomie 21, qui fait l'objet d'un eugénisme actuel, nous amène à nous poser la question suivante.
Sur quels critères se base-t-on pour trier les embryons? Vous l'aurez compris, il y a d'abord des critères médicaux, les maladies, les handicaps, les malformations que peuvent présenter les embryons. En France, on peut rechercher 120 maladies, handicaps, malformations génétiques dans un diagnostic préimplantatoire quand on fait une fécondation in vitro. Mais pour tous les pays, on n'a pas le même nombre de critères. Par exemple, en Angleterre, c'est à peu près un peu plus que 600. Donc 120 en France, 600 en Angleterre. Mais il y a aussi des critères esthétiques. On peut par exemple rechercher la couleur des yeux, la couleur des cheveux, de la peau, du sexe, la taille, etc. Certains pays, beaucoup de pays dans le monde, ne mettent aucune restriction quant aux critères. C'est au couple de décider s'il veut rechercher uniquement des critères médicaux ou s'il veut aussi prendre en compte des critères esthétiques pour pouvoir choisir l'embryon. Alors, ça pose plusieurs questions. Tout d'abord, est-ce qu'il faut des critères? Et si oui, lesquels? Est-ce qu'il faut limiter le nombre des critères? Est-ce que c'est à la loi d'en décider ou est-ce que c'est à chaque couple d'en décider? Deuxièmement, qu'est-ce qui est handicapant ou pas? Où placer la frontière? Vous voyez qu'entre la France et l'Angleterre, la France qui a 120 critères médicaux et l'Angleterre 600, on ne place pas la frontière au même endroit. Troisièmement, qu'est-ce qui est tellement handicapant qu'on devrait refuser la vie à l'humain potentiel qui est déjà présent dans l'embryon? Quatrièmement, qui sommes-nous pour décider? Qui est légitime pour décider que si l'on trouve tel ou tel critère, on se débarrassera de l'embryon et que sinon on le gardera? Et enfin, qu'est-ce qui fait qu'une vie vaut la peine d'être vécue? Est-ce que le fait qu'il y ait une maladie, un handicap, une malformation fait que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue? Ou est-ce qu'une vie vaut la peine d'être vécue pour d'autres raisons? Alors, il me semble que la menace fondamentale qui est présente derrière ces nouvelles technologies, c'est le fait qu'on applique à l'être humain les normes de la technique. Les normes de la technique, c'est utilité, performance, rentabilité, efficacité, optimisation, uniformisation. Vous voyez bien par exemple que quand on fait un type de machine, on fait tout sur le même modèle. Mais les êtres humains ont une dignité, non pas parce qu'ils sont performants ou rentables, mais tout simplement parce qu'ils sont humains. Un être humain, fondamentalement, est inutile, il ne sert à rien. En effet, ce n'est pas un objet, ce n'est pas un moyen. Si on dit qu'un être humain doit être utile ou efficace, on en fait un objet, on le traite comme une machine et on lui applique donc les normes techniques. L'être humain en lui-même est une fin. Il ne doit pas servir à autre chose. Il est en soi digne de vivre. Donc quand on trie les embryons, les fœtus, on le fait sur des critères qui ne prennent pas finalement en compte la vie humaine qui est présente déjà là, mais qui prennent en compte une certaine normalité qui en fait est la normalité de la technique. Une normalité jugée plus performante, plus utile que la normalité de la maladie, de la malformation ou du handicap. Quatrième et dernier argument, qui répond au deuxième argument que nous avons vu dans la première partie, qui soutenait que la technique est un moyen neutre. Ici, nous allons revenir sur cette idée pour montrer que non, la technique n'est pas neutre. En effet, les objets techniques sont fabriqués en vue d'une fin. La fin est inscrite dans l'objet. Elle lui donne sa forme, sa taille, son matériau. Par exemple, quand vous fabriquez un marteau, il est fait pour enfoncer des clous, c'est pour ça que vous n'allez pas le faire en mousse. Alors cela incite l'utilisateur à agir d'une certaine façon, c'est-à-dire à utiliser l'objet pour la fin pour laquelle il est prévu. Vous allez utiliser le marteau pour enfoncer des clous. Mais il faut aussi prendre en compte le fait que les utilisateurs humains débordent d'imagination pour faire un usage détourné des objets, un usage qui n'est pas prévu, une fin non prévue de cet objet. Vous pouvez utiliser un marteau pour taper quelqu'un ou pour enfoncer autre chose que des clous.
C'est pourquoi, quand on s'apprête à créer une nouvelle technologie, on devrait se poser deux questions. Tout d'abord, est-ce que la fin est bonne ou mauvaise? Mais aussi, quel usage détourné risque-t-on d'en faire? De la réponse à ces deux questions dépend le fait de créer ou non l'objet technique. Nous venons de voir 4 arguments qui montrent que la technique menace notre humanité. Cependant, il y a 2 objections possibles à tous ces arguments. Première objection, que nous avons dite en introduction, si la technique est une menace pour notre humanité, alors on devrait stopper son développement. Mais nous ne pouvons pas faire cela. Nous ne pouvons pas vivre sans technique. En effet, nous avons vu qu'elle est étroitement liée à notre humanité et à notre survie. Nous avons vu cela avec le mythe de Prométhée. Deuxième objection, cette humanité que nous cherchons tant à protéger dans ce grand 2, vaut-elle vraiment la peine d'être préservée? Est-ce que les post-humanistes n'ont pas raison de vouloir nous libérer de toutes ces souffrances que nous apportent la maladie, le handicap, les malformations, la vieillesse, la mort? Au nom de quoi devrait-on encore supporter ces malheurs? Au terme de ces 2 parties, nous constatons qu'aucune des 2 réponses possibles ne s'avère satisfaisante. C'est dans le grand 3 que nous dégagerons une solution à ce problème en nous demandant à quelles conditions la technique ne sera pas une menace pour notre humanité.